Naissance du monde selon les traditions Lao, et non Lao, L-A-O. Non, en fait, les traditions Lao, et non les traditions de Lao. Mais ce sont quand même les traditions de Lao, un peu. Quoique. Le mythe de Kuhn Bulom, ou Kuhn Bulom, je ne sais pas comment on prononce, par Charles Archambault. Donc on est toujours avec ce bouquin qui est super coté, c'est-à-dire il se vend minimum 50 €. Et d'ailleurs, il y a une suite, ça s'appelle Le Jugement des Morts, selon, pareil, et j'en trouve pas à moins de 70 €. Donc on verra pour la suite, hein. Alors, on y va. La jeunesse à homme, mise à part, les cosmogonités retracent la naissance d'un monde qui précéda le nôtre, cosmos en miniature où l'âge d'or régnait. Ciel et terre, Dieu et homme, alors communiqués. La cosmogonie à homme retrace la création du monde par un Dieu trônant au sein des airs, au-dessus de l'océan. Qu'est-ce que je dis? Ce Dieu qui n'avait ni tête, ni bras, ni nom, prit forme et fit surgir de son sein, tel un champignon qui naît du bois, une autre divinité. Avec un fragment de cette divinité, il créa alors un crabe gigantesque, waouh, qui soutint le monde, un serpent, un éléphant et finalement une araignée, qui tissa la toile du ciel. Le mois dernier, enfin il y a un mois et demi ou 2 mois, j'écrivais sur le crabe, qui était le soleil et non la lune. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Faudrait que je le retrouve. On ne sait jamais. Mais les êtres humains offensèrent les divinités. Le ciel et la terre furent séparés. Le monde s'abîma dans les flots. Une autre terre, cependant, surgit, conquise sur les eaux et aménagée par des héros divins, ancêtres ou génies protecteurs, des fondateurs de chefferies. La cosmogonie Lao, quoiqu'elle mette plutôt l'accent sur l'aménagement du monde que sur sa création, a retenu la plupart de ces thèmes. Mais, à la différence des autres mythologies thé, dont la traduction orale ne nous a légué, sous forme de légendes, que de rares fragments qui permettent seulement d'entrevoir les rapports que le mythe soutenait à l'origine avec la structure religieuse des chefferies, la cosmogonie Lao, développée par la tradition savante, a été l'objet d'une littérature écrite abondante. Soutenue par les textes, la tradition populaire, même dans ses versions les plus divergentes, conserve ainsi une cohérence telle qu'il est possible de déceler, entre les mythes d'origine et la structure religieuse, une certaine correspondance. Se prolongeant en outre sur le plan du rituel, en un ensemble mythico-cérémonial, cette cosmogonie répétée, actualisée chaque année lors du renouveau, acquiert une fonction particulière: recréer, régénérer le territoire là-haut en assurant le passage du chaos au monde organisé. Version des annales. La cosmogonie là-haut est exposée dans les chroniques intitulées Nitan Kun Bulom et dans les annales du royaume de Luang Prabang. Mis à part les emprunts, les contaminations, Annales et Nitan se réfèrent à des traditions quelque peu différentes. La première de ces traditions, développée dans les Annales, insère dans le cadre même de la fondation de Luang Prabang le mythe du déluge. Ô disciples, fils et frères, dans les temps passés, les anciens là-haut, les vieux qui connaissaient la tradition, racontaient une légende qu'ils nous ont transmise ainsi. Dans les temps reculés, terre, herbe, ciel et tène, ce sont les divinités supérieures, existaient. Tous les filles, esprit, génie, ici fille est pris au sens de fi-fa fi-tène, c'est-à-dire les génies célestes, les tènes, autrement dit les grandes divinités. Donc tous les filles et les hommes se rendaient sans cesse visite. Il existait alors 3 grands Kun nommés Puling Soung, Kun Kan et Kun Ket qui régnaient en ce bas monde,
vivant de la pêche et des travaux de la rizière. Les Tènes firent savoir à tous les hommes que, lorsque les habitants du monde d'en bas prendraient leur repas, ils devraient avertir les Tènes, leur faire signe. Au moment de déjeuner et de dîner, ils devraient avertir les Tènes. S'ils mangeaient de la viande, ils devraient offrir une partie de l'animal aux Tènes. S'ils mangeaient des poissons, ils devraient leur en offrir une brochette. Mais les hommes n'écoutèrent pas les Tènes. Malgré 3 avertissements, les hommes désobéirent. Les Tènes alors provoquèrent une inondation qui submergea le monde d'en bas et détruisit tout. Le sable vola jusqu'au ciel, tous les hommes disparurent. Pulangsung, Khun Ket, Khun Khan comprirent que les Tènes étaient furieux à leur égard. Ils construisirent un radeau à l'aide de perches sur lequel ils élevèrent une maison en bois, un toit. Sur ce radeau, ils firent monter leurs femmes et leurs enfants, et l'eau les entraîna vers le haut, vers le royaume céleste, là-bas. Ils allèrent rendre hommage au roi des Tènes qui leur demanda « Que venez-vous faire ici dans mon royaume ?» En détail, ils relatèrent aux Tènes les événements qui étaient survenus. À 2 ou 3 reprises, déclara le roi des divinités, je vous ai averti de respecter le ciel, les Tènes. Respectez-les, vous ai-je dit, et vous vivrez vieux. Respectez vos maîtres, et vous vivrez longtemps. Vous ne m'avez pas écouté, tant pis pour vous. Sur ce, le roi des Tènes leur donna l'ordre d'aller demeurer avec Tenlo. À partir de ce moment, les eaux diminuèrent puis laissèrent place à la terre ferme. Les 3 Khun allèrent rendre visite au roi des Tènes et lui déclarèrent « Nous ne pouvons vivre dans le monde d'en haut, nous ne pouvons courir dans le ciel, nous demandons à aller demeurer dans le monde d'en bas, dans le monde dont le sol est plat, là-bas. » Le roi des Tènes leur fit don d'un buffle aux cornes courtes, émoussé, et les renvoya dans le monde d'en bas. Ils vinrent s'établir à Na-Noi Oinu, et dès lors, pour vivre, cultivèrent les rizières avec leurs buffles. 3 ans plus tard, ce buffle creva. Ils laissèrent la dépouille de l'animal à Na-Noi Oinu. Peu de temps après, une liane surgit des naseaux du buffle crevé. Quand elle se fut développée, elle donna naissance à 3 fruits qui étaient gros comme ces paniers où l'on dépose le riz des semences. Quand les courges furent mûres, les hommes naquirent en leur sein, telle la Nang Assanyo, qui naquit dans le calice d'un lotus et fut élevée par un ermite. Tous ces hommes se mirent à pousser des cris stridents à l'intérieur des courges. À ce moment, Pulangsung fit rougir un forêt à l'aide duquel il perça les cucurbitacées. Par le trou ainsi foré, des hommes sortirent en se bousculant. Comme par cette ouverture, serrés les uns contre les autres, ils s'échappaient avec peine, Khun Khan, avec un ciseau, perça un second trou grand et large par où, durant 3 jours et 3 nuits, un flot humain s'écoula. Les courges demeurèrent vides. Les hommes qui étaient sortis par le trou foré se répartirent en 2 groupes, les Tailom et les Taili. Ceux qui étaient sortis par le trou pratiqué au moyen du ciseau constituèrent 3 groupes, les Tailoeng, les Tailo et les Taikwang. Dès lors, Pulangsung leur apprit à cultiver les raïs, les rizières et à tisser pour vivre. Il les apparia en mari et femmes et leur indiqua comment construire leur demeure. Ces hommes et ces femmes engendrèrent une multitude de garçons et de filles. Pulangsung conseilla aux enfants de chérir leurs parents et de les nourrir, de respecter les vieillards, les personnes âgées. Longtemps plus tard, quand leurs parents moururent, ils les pleurèrent et leur firent des obsèques, conformément aux indications de Pulangsung. Ceux qui sont issus de l'ouverture pratiquée au moyen du ciseau, incinérez-les, leur dit ce dernier. Élevez ensuite une maisonnette dans laquelle vous déposerez leurs ossements lavés et polis, et où, chaque jour, vous irez leur offrir des mets. Ceux qui sont issus du trou foré, enterrez-les et recouvrez leur tombe d'une maisonnette où, quotidiennement, vous leur présenterez des offrandes. Si vous ne pouvez y aller, déposez riz et alcool sur un autel en bambou tressé, dans la pièce d'honneur de votre domicile, et conviez vos parents défunts au repas. Tous ceux qui,
nés dans les courges, étaient sortis par le trou percé au moyen du ciseau, étaient des tailles, tandis que ceux qui étaient sortis par le trou foré étaient des cas. Littéralement, esclaves. Oh, pas drôle. Ce terme péjoratif désigne les aborigènes. Les uns et les autres n'étaient que les serviteurs et les sujets des trois cunes. Tous ces hommes alors proliférèrent. Ils devinrent nombreux comme les grains de sable, comme les gouttes d'eau, mais ils ne pouvaient être gouvernés. C'est en vain que Pulangsong et Kunkan leur donnaient des conseils, ils n'obéissaient point. Les trois Kuns montèrent alors demander au roi un roi au grand Ten qui chargea Kunklu et Kunkong de cette fonction. Ces Kuns ne firent pas régner la prospérité, car chaque jour ils buvaient et s'enivraient. Le peuple était malheureux, mais il ne s'en souciait point. Kunket et Kunkan rapportèrent ces faits au roi des Ten, qui rappela les deux Kuns dans le royaume céleste. Le roi des Ten nomma alors un monarque vertueux, Kunbulom, son fils. Quand Kunbulom eut reçu l'ordre du roi des Ten, il descendit avec une multitude de personnes dans le monde d'en bas, le monde dont la surface est bien unie, et s'installa à Nanoï Oinu dans le Muangten, c'est-à-dire le territoire, le royaume fondé par les Ten. Parmi les hommes sortis des courges, les savants devinrent les courtisans de Kunbulom. Les niais et les ignorants constituèrent la masse qui vécut des travaux des champs. S'entretenant avec les Kuns qui l'avaient accompagné, Kunbulom leur dit « Comment ferons-nous pour nourrir et vêtir tous ces êtres ? Auparavant, le roi des Ten délégua Kunkong et Kunklu pour gouverner tous les hommes, mais les deux Kuns ne purent régner, et le Ten les rappela dans le monde d'en haut, les fit revenir dans le monde céleste. C'est alors qu'il nous donna l'ordre de descendre gouverner, mais à la vue de ces hommes nombreux comme des grains de sable, comme des gouttes d'eau, nous nous prenons à songer. Comment ferons-nous pour les vêtir, pour les nourrir ? Envoyons qu'une somme auprès du roi d'Éthène. Kumson alla saluer le roi d'Éthène et lui exposa la situation. Le roi d'Éthène envoya alors Tenteng et Pitsanukukan procéder à l'aménagement du territoire. C'est le Visvakarman des Indiens, divinité habitant le ciel des 33, considéré comme l'architecte divin, il est chargé de construire les palais célestes. Ah, comme les 33 degrés de la franc-maçonnerie. Non, de la franc-maconnerie, pardon. Tiens donc. Tenteng indiqua aux hommes les époques où ils devaient cultiver les raïs, les rizières, cultiver le riz, les légumes, les fruits et tous les tubercules comestibles. C'est gentil. C'est gentil de ta part. Quant à Pitsanukukan, il enseigna aux hommes, ça ressemble à Anunnaki, vous trouvez pas? Vous trouvez pas? Alors, il enseigna aux hommes à forger des coupes-coupes, des couteaux, des pioches, des bêches et toutes sortes d'instruments. Il leur apprit à tisser cotonnades et soieries, à s'habiller, et il leur indiqua les mets qu'ils devaient manger. Tenteng donna alors à Kunbulom, roi du monde d'en bas, les conseils suivants. Il faut que les Tai Kwang dépendent de Kunkwang, que les Tai Li dépendent de Kunli, que les Tai Lung dépendent de Kumlung, que les Tai Lom dépendent de Kumlom, que les Tai Lo dépendent de Kunlo. Désormais, si les habitants du monde d'en bas mangent de la viande, qu'ils offrent une pâte de l'animal au Ten. S'ils mangent du poisson, qu'ils en offrent une brochette au Ten. Le jour Huang, les hommes ne doivent pas travailler. Les jours Kot et Cap du premier mois, les jours Tao et Huai du deuxième mois, tous les êtres humains doivent interrompre leurs travaux. Ils ne doivent pas couper les branches des arbres avec des coupes-coupes, ni abattre les arbres à la hache. Ils ne doivent pas aller chercher du bois de chauffage, ni puiser de l'eau. Ils ne doivent ni piler, ni vanner. Si ces prescriptions sont observées, vous régnerez en paix. Après avoir donné ces conseils à Kunbulom, à ses ministres et à tous les hommes,
Tenteng, en compagnie de Pitz Anukukan, partit faire son rapport au roi d'Éten. Nous avons tous deux, déclara-t-il, terminé l'aménagement du monde terrestre et inculqué notre enseignement aux hommes. Leur avez-vous procuré tous les instruments qui leur permettront de se divertir, les chants et les danses demanda le grand Ten. Nous ne leur avons point enseigné ces techniques, répondit Tenteng. Le roi d'Éten chargea alors Sik Antapat Evadalaza, le roi des Gandharvas, c'est-à-dire des musiciens divins, de descendre en ce monde, apprendre aux hommes à fabriquer des gongs, des tambours, des cymbales, des flûtes, des orgues à bouche et tous les instruments de l'orchestre. Après qu'ils eurent enseigné aux hommes le chant et toutes les variétés de danse, Sikantapat Evadalaza regagna le monde d'en haut et fit un rapport au roi d'Éten qui déclara « Dorénavant, il ne faut plus que les hommes nous rendent visite. De notre côté, nous ne devons plus leur rendre visite. » J'adore. Sur l'ordre du... Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça me semble... J'ai l'impression d'être en train de lire une BD. Hein. Sur l'ordre du roi d'Éten, le grand et solide pont de Rotin qui faisait communiquer les deux mondes fut coupé. Désormais, les filles et les hommes ne purent plus se rendre visite. Je tiens à préciser que fille, ça s'écrit P-H-I et non pas F-I-2-L-E-S. Qu'une Bulhomme qui gouvernait ce royaume terrestre n'était point encore parvenu à faire régner la prospérité quand une liane nommée Kaokat jaillit, funeste présage d'un étang nommé Kuwa, et s'éleva à une hauteur de 100 000 yojanas. Et ça me rappelle l'histoire d'avant. On était où avant? On était en Inde, il me semble. Hein. Ouais. Ah non, on était... Non, on était... Oui, bon. D'ailleurs, elle couvrait de son feuillage tout le territoire qu'elle plongeait dans l'ombre. À Myangten, le soleil demeurant invisible, le froid régnait. Les travaux des champs étaient voués à l'échec. Qu'une Bulhomme donna l'ordre aux habitants de couper cette liane, mais ils lui répondirent qu'il s'agissait là d'une plante extrêmement maléfique qu'ils ne pouvaient couper. Deux vieux époux nommés Taonio et Taonia s'engagèrent alors à couper cette liane. Si nous périssons, dirent-ils, que tous les hommes nous fassent des offrandes. Avant de faire quoi que ce soit, avant de manger quoi que ce soit, qu'ils nous appellent, ensuite qu'ils agissent, qu'ils mangent. Tous les hommes promirent de respecter cette prescription. C'est parfait, dirent-ils. Nous vous appellerons avant d'agir, avant de manger. Sur ce, les deux vieux, une hache sur l'épaule, allèrent couper la liane. Ils travaillèrent durant 3 mois, 3 jours. Ah, ça fait 33. Non. La liane alors s'abattit et les deux vieux périrent victimes de leur acte. Toutes les personnes leur présentèrent des offrandes et les invitèrent en disant « Nyokin, devenu Phi Suamiang, c'est-à-dire génie protecteur, les deux vieux mangèrent les mets sacrificiels ainsi qu'ont coutume de le faire tous les génies et, dès lors, tous les habitants du Lansang, comme marque distinctive, employèrent cette interjection Niue avant toute tâche et tout repas. Le territoire devint un grand et vaste royaume auquel les hommes donnèrent le nom de Myangten, car il avait été fondé par les Ten descendus du ciel. Qu'une Bulhomme fit régner la prospérité dans le pays. Les Lao labouraient les rizières et semaient le riz, tandis que dans les montagnes, les Ka faisaient les brûlis. Les uns et les autres gagnaient bien leur vie, longtemps après qu'une Bulhomme eut 7 fils. De Nang et Keng, il eut d'abord Kunlo, Ni Falan, Shusong. Ensuite, il eut 3 fils de Nang Nyomapala, Saifong, Nga-in, Lukkom. Nang et Keng lui donna un 7e fils, Chet Shuang. Quand ces 7 fils furent en âge de régner,
Cumbulum remit à chacun d'eux un fragment des défenses de l'éléphant précieux qui venait de périr, ainsi qu'une partie du trésor que lui avait donné son père, le roi d'Éthènes, avant qu'il ne quittât les cieux. Après avoir partagé ainsi ses biens, Cumbulum indiqua à ses enfants les royaumes qu'ils devaient fonder. Cunlun régnerait sur Muang Sva, ancien nom du royaume de Luang Prabang. Cette désignation vient de ce que les territoires Miang fut avant l'arrivée de Cumlo gouverné par un chef Ka descendant de Kun Sva. Ni Phaland sur le pays des Ho. Shu Song sur l'Annam. Sai Fong gouvernerait le pays Nguyen. Nga In serait roi du Siam. Shet Chuang enfin monterait sur le trône du pays Puan, l'actuelle province de Xiang Kuang au nord-est de Vientiane. Le partage des territoires ainsi effectué, il exhorta ses fils au respect des frontières tracées. J'espère que ça va mieux se passer qu'avec les rois mérovingiens. Si l'un d'entre vous, poussé par la cupidité et l'envie, fait franchir à ses soldats, à ses éléphants, à ses chevaux les frontières du souverain voisin, s'il porte le fer dans le territoire d'autrui, conquérant villes et villages, qu'il périsse et ne puisse réaliser ses desseins. S'il plante des arbres, qu'il meure avant l'apparition des fruits. S'il plante du rotin, qu'il meure avant que les tiges n'aient jauni. Que sa vie soit terne et malheureuse. S'il cultive la rizière, que la foudre le frappe. S'il regagne sa demeure, que le tigre le dévore. S'il voyage par eau, que les génies ophidiens de la grandeur d'une pirogue le dévorent. S'il voyage par voie de terre, que les tigres de la grandeur d'un cheval le dévorent. Que le royaume du frère aîné demeure celui du frère aîné, que le royaume du cadet demeure celui du cadet. Ne cherchez pas à vous nuire les uns les autres, à vous tourmenter, ne vous querellez point. Peu de temps après avoir donné ces conseils à ses fils, Cumbulum et ses 2 épouses décédèrent. Les 7 fils, après avoir juré de respecter les prescriptions de leur père, se dirent adieu et partirent fonder chacun de leur côté un royaume. Cunlo, l'aîné, descendant les eaux vertes de la Nam-U, parvint à Muang-Sva, que gouvernait un prince Ka descendant de Kun-Sva, l'ancêtre de la dynastie qui avait donné son nom au territoire. Cunlo chassa l'aborigène, monta sur le trône et fonda une chefferie qui devait durer jusqu'à nos jours sur le royaume de Luang Prabang. Version des Nitanes. Si les annales font descendre le fils du roi d'Éthènes après le déluge qui submergea la terre pour gouverner les êtres humains issus des 3 courges, les Nitanes, qui ne mentionnent pas le déluge, retient plus étroitement le mythe de Cumbulon à l'histoire de la fondation de Luang Prabang et font descendre le fils de Ten Pha Kuon à la demande à la demande de 2 ermites, dès la délimitation du royaume destiné à Cunlo. Quant aux êtres humains, c'est seulement après l'installation de Cumbulum dans le monde d'en bas qu'ils naquirent à l'intérieur de 2 courges dont la liane, enlaçant le tronc d'un banyan, fut coupée par les aïeux Nieux, aidés d'un autre couple de serviteurs. 2 ermites qui étaient frères vinrent poser des piliers pour délimiter le territoire. À l'est, ils plantèrent un pilier d'or dont la base était d'argent et le milieu de bois. Ils l'enfoncèrent jusqu'à une profondeur de 16 coudées. Ce premier pilier porte le nom de lac Man. Au centre du territoire, ils enfoncèrent un pilier qui porte le nom de Tai Khan. Ils en plantèrent un à l'extrémité de la ville, dans l'île du Rotin, au nord de Sob Rop. Puis ils enfoncèrent un pilier de gemmes d'or et d'argent, là où s'élevait un flamboyant couvert constamment de fleurs épanouies, splendides comme des fleurs de cuivre rouge. Cet arbre, dont le tour faisait 17 toises,
atteignait 117 brasses de haut. Les deux ermites placèrent en cet endroit une roche nommée Konkaifa pour marquer le lieu où s'élèverait le palais du roi de ce territoire. Ensuite, les deux frères allèrent quérir de l'eau lustrale pour asperger les colonnes d'or qu'ils avaient enfoncées aux 4 endroits. Puis ils versèrent l'eau qui restait dans une grotte qui prit le nom de grotte dont l'onde garde un niveau constant et où l'on puise l'eau destinée aux lustrations des monarques qui vont monter sur le trône. Elle existe encore, hein, cette grotte. Les deux ermites s'installèrent à l'embouchure de la Nam Khan sur le rocher Konkaifa et convoquèrent les 15 génies ophidiens du territoire. Ces 15 nagas émergèrent aussitôt et se transformèrent en soldats, en dignitaires. Les deux ermites leur donnèrent alors les conseils suivants. Ô roi Naga, en ce lieu s'élèvera dans la suite des temps le palais d'un monarque vertueux. Il faut que vous tous surveilliez le royaume, le fleuve, les monts, les collines du nord au sud. Tous les 2 mois, vous viendrez en inspection. Les rois Nagas, qui demeurent dans les ruisseaux, s'établiront alors à l'emplacement des rochers nommés Phakvang et Yem. Les rois Nagas, qui résident dans le Mékong, feront halte aux rochers qui portent le nom de Phadio. Telles furent les recommandations des 2 ermites au roi Naga. Ils chargèrent ensuite les génies Fissi et Nangfisai, Kao Tao et Tao Bun Lua, Shao Facet et Nang Pichit, de surveiller le territoire aux différents orients. En contrepartie de cette protection et en signe de reconnaissance, tous les futurs rois de Xiangdong devraient offrir aux divinités protectrices et aux ermites une coupe contenant du riz sauté, des fleurs, ainsi que des mets et des plateaux de dessert. Puis l'aîné des ermites, nommé Tong, grâce à ses pouvoirs magiques, s'éleva vers les étages célestes pour demander à Indra de bien vouloir désigner un roi vertueux, respectueux des préceptes et des traditions, capable de gouverner le Muang qu'il avait délimité. C'est intéressant là parce qu'on voit que c'est la 2e fois qu'on voit une entité indienne se mêler à la tradition. Ten Fakwon, s'adressant alors aux autres Ten, leur demanda « Qui enverrons-nous régner dans le monde d'en bas ?» Les Ten répondirent « Il convient que Ten Sang examine d'abord les enfants des Ten, filles et garçons. Celui qui l'emportera par l'excellence de ses mérites, nous l'enverrons régner sur Xiangdong, Xiangtong. » C'est intéressant de voir qu'en fait, ils envisagent même que ce soit une fille qui gouverne. C'est beau. Ce fut le fils de Ten Fakwon, Kunbulom, qui fut désigné. Son père lui donna pour épouse Nang Nyomapala, la fille de Ten Teng, et Nang Etkeng, la fille de Ten Sang, et il lui remit les objets du sacre, un sabre qui portait le nom de Mevi, différentes armes et instruments de musique à percussion, gong, tambour de la victoire, ainsi que des aiguillères d'or et d'argent, des étoffes rayées, des éventails. Il lui fit don en outre de 600 concubines et d'un coursier merveilleux. C'est un dimanche que Kunbulom quitta le royaume céleste. Au moment du départ de Tensi, sur l'ordre de Tenfaken, indiqua à Kunbulom le lieu où il devait aller. Installez-vous d'abord à Nanoinu. Plus tard, vous aurez 7 fils dont l'aîné deviendra roi du pays où s'élève un flamboyant. Des ermites ont déposé là comme marque une pierre portant le nom de Konkaifa. Puis Ten-Si désigna les autres royaumes qui écheraient au cadet. Kunbulom souffla alors dans une conque et son escorte s'ébranla. La composition du cortège était la suivante. En tête marchaient Putaonieu et son épouse Méniangam. Ces 2 vieux Ten étaient armés d'une hache. Immédiatement derrière suivait un autre couple de Ten, Tenlai et Mémoth, qui portaient un coupe-coupe, une pioche et une bêche. Ces 4 Ten
avait pour fonction d'empêcher les filles fêtes, les filles niaques et tous les esprits dangereux de pénétrer dans le Miang avant Kunbulom. Deux experts en sciences magiques, Kun Tamarasa et Kun Sengmanosot, précédaient Kunbulom qui était monté avec ses deux épouses sur un éléphant précieux aux défenses entrecroisées. En croupe était assis Kun San tenant un grand éventail. Deux autres Kun, Kun Un et Kun Kli, suivaient à cheval. Enfin, Kun Kva, monté sur un buffle aux cornes courtes et émoussées, et Lang Sung, juché sur un buffle aux cornes largement écartées, fermaient la marche. Kunbulom et sa suite parvinrent à Nanoï Oinu le lendemain matin à l'aube. Quand Ten Teng, qui était descendu du ciel pour aider son gendre, eut construit le palais, fait surgir le feu, enseigné les techniques, il remonta dans le royaume céleste, laissant Kunbulom et le territoire à la garde des génies tutélaires résidant dans les arbres, les montagnes, les cours d'eau. Depuis que Kunbulom était descendu instaurer le royaume, 9 ans s'étaient écoulés. Il avait eu 7 fils, mais il n'avait d'autres serviteurs, dignitaires, éléphants, chevaux, et bien que ceux qu'il avait amenés du ciel. Avec Nang Nyomap Allah et Nang Et Keng, il se plaignait amèrement de la pauvreté. Il chargea alors Kun San, Tao Nye et Menyan Gam d'aller se prosterner devant Ten Faken et de lui expliquer la situation. En outre, une liane du nom de Kaokat poussait dans l'étang Kuva et donnait beaucoup d'ombre et de fraîcheur. Elle masquait le soleil dont les rayons ne pouvaient percer son feuillage. Cette liane, qui portait 2 courges, s'était enroulée autour des branches ligneuses d'un grand banyan qui se dressait à l'extrémité de l'étang. L'obscurité était devenue si dense qu'on n'apercevait plus le ciel, le froid était devenu si intense qu'on ne pouvait plus demeurer dans le royaume. Kunbulom se demandait que faire. Il chargea donc les messagers d'aller exposer les faits au roi d'Éthène. Ceux-ci obéirent. Quand ils arrivèrent au ciel, ils se prosternèrent devant Ten Faken et lui firent un récit détaillé des événements ainsi que les en avait priés Kunbulom. Le roi d'Éthène leur déclara: « Je suis au courant de tout cela, mais il n'y a pas encore 10 ans que mon fils règne dans le territoire d'en bas. Si je fais couper cette liane, abattre ce grand arbre, cela ne sera point bénéfique. Je vais envoyer maintenant d'Éthène pour qu'il vous aide à remettre de l'ordre dans le royaume. Vous deux, Taonieux et Méniangam, vous allez couper cette liane Kaokat. Taolai et Memot abattront le grand banyan quand lasse la liane qui porte les courges. Tensu percera avec un ciseau la courge aînée, livrant ainsi passage à tous les êtres et choses qu'elle contient, hommes, femmes, éléphants mâles et femelles, chevaux et juments, richesses de toutes sortes, or, argent, gemmes, bagues, étoffes, sandales. Tensi ira percer la seconde courge, livrant ainsi passage aux hommes, femmes, buffles, bœufs, chèvres, porcs, canards, poulets, bananiers, canne à sucre, piments, gingembre, persil, eau, oignons et fruits de toute espèce, fruits que l'on mastique, fruits que l'on mange, qu'elle contient. Ten Faken enjoignit alors à Ten Teuk d'ouvrir les portes d'or, d'argent, de cuivre, de fer du royaume céleste, et sur son ordre, une théorie de Ten descendit procéder aux aménagements du territoire de Kunbulom. C'est la première fois que j'entends dire qu'une théorie descend du ciel. Puis Tensiu perça avec un ciseau la calebasse aînée. Tensi fora la seconde courge. Êtres et choses, hommes et femmes, éléphants, chevaux, bœufs, buffles s'échappèrent de ces courges. D'où le nom de Lao que portèrent tous les hommes. Tensu et Tensi dirent alors à Taonieux et à Tao Lai: « Quand nous serons tous les deux parvenus au monde céleste, abattez la liane Kaokat et le grand banyan, puis fendez les calebasses. Ne nous rendez point visite dans le ciel là-haut. Quant à nous, nous ne viendrons point vous voir.
Une fois que vous serez mort, il faut que les gens d'en bas vous fassent des offrandes, ainsi que nous en avons convenu avec Cunbulum. Quand les gens de ce muang terrestre mangeront quelque aliment et diront « Magneux, accourez tous deux pour prélever votre part ». Sur ces recommandations, les deux Ten montèrent au ciel pour rendre compte de leur mission à Ten Fakeun. Si ça marche encore. Les 4 vieux abattirent la liane Kaokat et le grand banyan, puis fendirent les calebasses en 4 parties. Au bord de l'étang Kuva, les fragments de courge se métamorphosèrent en pierre. Dès lors, le muang fondé par Cunbulum à Nanoï Oinu fut exposé à la lumière. Taonyeu, Taolai, Menyangam, Mémot moururent et demeurèrent jusqu'à nos jours les génies gardiens du territoire. Ah, j'ai des fourmis, il faut que je change de pose. Ah, parce qu'avant j'avais chaud, maintenant j'ai froid. Après avoir réparti entre les Kun, charges et dignités, Cunbulum maria ses fils à 7 jeunes filles belles et vertueuses, issues de la courge aînée, puis il distribua à chacun d'eux un fragment des défenses de l'éléphant précieux qui venait de mourir, ainsi qu'un trident confectionné avec les débris de la liane Kaokat et du banyan. Il leur remit en outre les armes et les diamants dont son père lui avait jadis fait don. Après avoir choisi le moment faste, il ordonna à ses fils et à ses belles-filles de se placer devant lui selon le rituel même. Attendez, je me suis perdue. Selon le rituel même que Ten Fakeun avait observé quand il l'avait envoyé dans le monde terrestre. Il leur plongea alors les mains dans une grande coupe d'or pleine d'eau qui servait au rite du serment et leur adressa les conseils suivants. Vous tous qui allez régner sur les territoires désignés par Tensi du haut du ciel, ne soyez point rancuniers, soyez maîtres de vous, n'agissez point selon votre impulsion, mais réfléchissez mûrement au préalable. Sur mon ordre, vous allez régner. Ceux qui ont des mérites obtiendront de vastes territoires. Ne guerroyez pas les uns contre les autres, que les royaumes du frère cadet restent au frère cadet, et que la succession s'établisse de père en fils. S'adressant à ses belles filles, il ajouta « Couchez-vous après votre époux et réveillez-vous avant lui. Pensez à sa tâche et appliquez-vous à le remplacer dans ses travaux. Pensez aussi à tisser, à filer le coton, à procurer la subsistance à vos serviteurs. Occupez-vous des travaux des champs, du jardin. S'il y a le feu chez vous, ne le communiquez point à l'extérieur. S'il y a le feu à l'extérieur, ne le communiquez point à votre demeure. Entourez-vous de 2 ou 3 femmes vertueuses que vous consulterez avant d'agir. Ne tuez pas les êtres vivants, ni n'ordonnez aux autres de les tuer. S'il s'agit de tuer des hommes, ne donnez pas votre consentement, votre ordre. Ne commettez point l'adultère avec l'époux d'autrui. Ne vous laissez point aller à goûter le plaisir de songer ou de rêver à l'époux d'autrui. Ne mentez point, dites la vérité. Ne buvez pas l'alcool au point d'en devenir ivre, cela obscurcirait vos facultés, vous ferait perdre votre féminité. Quand arrive l'époque des travaux agraires, avertissez vos sujets. On dirait un manuel de bourgeoisie des années 50. Quand arrive l'époque des travaux agraires, avertissez vos sujets. À la saison des fêtes, dites à vos sujets de jouer et de se divertir. Quand le moment vient de pratiquer les préceptes, invitez tous vos sujets à les observer avec vous. Tels sont les conseils que Ten Fakeun me donna dans le royaume céleste. Alors Cunbulum pria ses fils et ses brus de retirer leurs mains de la coupe d'or pleine d'eau, et il donna l'ordre aux grands dignitaires de procéder aux lustrations, au rite du maintien des âmes et du sacre. Oui, bon, je sais pas. Mais c'est le rite du maintien des âmes, je me demande bien ce que c'est. Puis Cunbulum, Nang Nyomapala, Nang Etkeng et tous les ministres
ordonnèrent à un Kun de graver sur des plaques de gemmes et d'or le nom de Kunlo pour que celui-ci, en possession de tous les titres royaux, régnât sur le Muang Svalan, Sangxieng, Dongxieng, Tong, délimité naguère par les deux ermites. Tradition mythique et structure religieuse. Entre ces traditions du Nord Laos, exposées par les annales ou les chroniques de Kunbulom, et la structure religieuse du Miang Sieng Dongxieng Tong, fondée par Kunglo, il existe une correspondance certaine. Phi Sea, Muang de Muangten, les Pugneux Niangneux, comme le précise le texte du Grand Serment, avaient rang spécial parmi les génies gardiens des 12 marches du royaume de Kunbulon. Or, à Luang Prabang, ces deux tènes occupent, non loin de la colline sacrée, près de la pagode royale de Aham, un des 12 hôtels réservés aux génies protecteurs du territoire. En tant que Devata Luang, ils sont situés au sommet de la hiérarchie des génies et trônent un peu à l'écart des autres divinités qui doivent les convier à partager les mets qui leur sont présentés. Toutefois, le rôle que jouent chaque année ces tènes, lors des cérémonies qui marquent l'alternance des saisons et le changement de cycle, révèle que Muangten à Muang Sieng Dong Sieng Tong, la personnalité des Pugnyonia, Nieu, s'est quelque peu transformée. À la fin de la saison des pluies, au 12e mois laotien, à l'occasion de la fête du reliquaire royal, et au 5e mois, lors du Nouvel An, des danseurs appartenant au personnel sacré revêtent en effet les masques des deux tènes, celui d'un petit lion, Sinkeo Sinkam, fils adoptif des Pugneux Nia Nieu, et se livrent à des exhibitions chorégraphiques sur l'esplanade du Tat ou sur le parvis des pagodes royales. Avant de danser, l'acteur, qui porte le masque de l'aïeul Nieu, s'accroupit et déclare : « Je me nomme le vieux protecteur de la collectivité. J'habite sous le ciel, sur la terre. Je n'ai qu'un os et qu'une seule peau, et cela depuis que le ciel fut créé de la grandeur de l'opercule d'un coquillage, depuis que les montagnes et les collines furent créées de la grandeur de l'empreinte d'un agouti. » On dirait du... Merde, comment il s'appelle ? Antonin Artaud. J'ai 7 fils et un nombre égal de coupe-coupe, d'arbalètes et de lances. Il indique ensuite à ses 7 fils les royaumes où ils doivent aller régner, et du bras il leur montre la direction qu'ils doivent prendre. Si l'allusion à un cosmos réduit, embryonnaire, évoque l'un des thèmes de la Genèse, thé blanc ou thé noir, la paternité du Pugneux, l'existence d'un fils adoptif Sinkeo Sinkam, font appel à une tradition de l'aménagement du monde différente, aussi bien de celle exposée par les légendes Thé que de la tradition savante de Kunbulom, et qui peut seule révéler la signification de ces rites où participent les masques. Or, il existe précisément une légende qui nous rapporte l'introduction du culte des Devata Luang. La tradition orale. Selon la tradition orale, les Pugneux Niangneux vivaient autrefois au ciel, mais à cause de leur apparence grotesque, ils effrayaient les enfants des Tènes. Aussi le roi des Tènes les exila-t-il du royaume céleste. Comme à cette époque la terre n'existait pas encore et que l'eau s'étendait à perte de vue, le roi des Tènes leur dit : « Partout où vous piétinerez, la terre apparaîtra. » Et il les chargea ainsi de créer le monde. Après qu'ils eurent piétiné les flots, la terre apparut, mais, se sentant seuls, ils montèrent au ciel pour demander au roi des Tènes des compagnons. Quand les enfants des Tènes les aperçurent, ils s'enfuirent, effrayés. Le Pagna Tène, courroucé, demanda au Pugneux Niangneux : « Que venez-vous faire ? » ?»« Nous désirons des compagnons, répondirent-ils. Le Pagna Tène leur remit alors 3 graines de courge qui, une fois semées, donnèrent chacune naissance à un fruit énorme. Quand les Pugneux Niangneux virent que les fruits étaient mûrs, ils désirèrent les cueillir, mais un certain bruit se produisit à l'intérieur des courges. Inquiets, ils montèrent au ciel demander aux Pagna Tène ce qu'ils devaient faire. À leur vue, les enfants des Tènes se sauvèrent, effrayés.
Le roi des Tènes, au comble de la colère, cria aux deux vieux: « Pourquoi venez-vous encore ici ? » « Nous avons semé les graines que vous nous avez confiées, répondirent-ils. Elles ont donné naissance à de gros fruits. Maintenant qu'ils sont mûrs, nous entendons du bruit à l'intérieur. On dirait une BD, hein. Nous ne savons ce que c'est, ni ce que nous devons faire de ces fruits. Ce sont des hommes qui s'agitent à l'intérieur, répondit le roi des Tènes. Voici un forêt, un ciseau et une hache. Percez la première courge avec un forêt, ouvrez la seconde avec un ciseau, frappez la troisième avec une hache. Les hommes sortiront. Les pugneux gnagneux prirent les instruments et se conformèrent aux prescriptions du roi des Tènes. De la première courge sortirent les Cas, de la seconde les Lao, et de la troisième les mandarins et les blancs. Comme tous les hommes étaient nus, les deux vieux montèrent à nouveau au ciel pour demander des vêtements au roi des Tènes. Ce dernier les expulsa après leur avoir remis toutefois 3 tas d'habits. Le premier tas, destiné aux Cas, était formé de haillons qui dissimulaient quelques beaux vêtements. C'est ce qui explique que parmi les aborigènes, quelques-uns seulement soient bien habillés. Le deuxième tas, destiné aux Lao, était constitué par une masse de vêtements neufs qui couvraient quelques habits déchirés. C'est pourquoi la plupart des Lao sont habillés correctement. Le troisième tas ne comprenait que des vêtements splendides. Pour assurer la subsistance de ces êtres humains, le roi des Tènes remit également aux pugneux gnagneux des racloirs, des coupe-coupes, des herbes et des charrues et 3 couples d'animaux modelés en argile, buffles, tigres et crapauds. Les hommes en possession des instruments aratoires cultivèrent rizières et raïs. Quand le premier riz germa, une dispute s'éleva entre le buffle, le tigre et le crapaud au sujet de la hauteur que devait atteindre le riz pour être moissonné. Ces animaux rendirent visite au roi des Tènes. « Je désire, dit le tigre, que le riz atteigne la longueur de ma queue. » Mais le crapaud demanda que la hauteur des épis atteignît 3 fois la longueur de ses pattes. Ce fut lui qui l'emporta. « Au cas où le riz ne suffirait pas à nourrir les hommes, que ferez-vous » demanda Pagnaten aux animaux. « J'offrirai ma chair, dit le buffle. C'est pourquoi maintenant on mange la chair de cet animal. » Les pugneux gnagneux eurent 7 fils entre lesquels ils partagèrent le monde. Demeurés seuls, les deux Tènes allèrent se promener dans la forêt de l'Himalaya où ils capturèrent un petit lion qu'ils nommèrent Sinkeo Sinkam, c'est-à-dire lion de cristal, lion d'or. Ils l'apprivoisèrent et l'emmenèrent avec eux. Au retour sur les instances de la population, ils vainquirent un dangereux fauve qui ravageait la région de Sankalok. Ils l'enfermèrent dans une cage de fer qu'ils placèrent dans leur rizière sise près de l'étang Sva, demeure du roi Naga Taokamleng. Blessés, suppose-t-on, par le lion de Sankalok, ils moururent peu après. Avant leur mort, ils recommandèrent aux habitants de faire des effigies les représentant eux et leur fils adoptif Sinkeokam. Chaque année, précisèrent-ils, vous ferez danser ces masques aux 2 extrémités de la ville, sans quoi les Nyak détruiront le pays. Ils devinrent par la suite les génies tutélaires du royaume, les Devata Luang. À l'emplacement de leur rizière, on érigea une pagode, Vat Visum, et un reliquaire, le Tat de la pastèque, recouvrit les tentes du Naga. C'est génial. C'est une religion basée sur le cucurbitacé. Trop bien. Culte des génies et fondation de la chefferie de Luang Prabang. Il reste 3 pages. Ainsi, de la tradition écrite à la tradition orale, l'accent s'est déplacé. Les 2 modestes vieillards, chargés de frayer la voie aux héros du Nitan Kunbulom, ont éclipsé finalement le fondateur de Muangten. Alors que Kunbulom se contenta d'aménager le territoire assigné par les Tènes, les Pugneux font presque figure dans la légende culturelle de créateurs du monde. D'où leur présence obligatoire dans les cérémonies du renouveau, qui ont pour but de recréer un territoire conquis sur les eaux. Organisateurs du Muang, ils se substituent à Kunbulom et partagent entre leurs 7 fils les royaumes que le fils de Tenfakun partagea entre les siens. On pourrait supposer dès lors qu'ils se sont appropriés purement et simplement la descendance du héros du Nitan si, dans le tableau de famille que reconstitue chaque année le médium des
Devata Luang, à l'occasion du sacrifice du porc, un détail étrange ne nous frappait. Le génie Kunbulom, dans la généalogie des esprits, est devenu le fils aîné des Punyanyane. Si le culte de Devata Luang est en rapport avec une tradition qui est quelque peu en marge de celle des annales ou des chroniques, celui des génies royaux et des génies euphidiens est en corrélation étroite avec la tradition savante. En dehors des deux Ten, la hiérarchie des génies de Luang Prabang fait place en effet aux monarques descendants de Kunlo. Leur illustre origine les rendit aptes à passer au rang de Devata protecteurs. C'est ce qui explique l'existence de génies tels que Suvana Kampong, grand-père du génie roi Fangum, qui occupe une place spéciale dans un des hôtels royaux de Siengtong, Sam Sentai, le fils de Fangum, qui possède un hôtel particulier à Ban Kom Sila. À côté de ces monarques Ten liés à la chefferie d'origine divine, et dont le culte relevait autrefois de la famille royale, une place doit être réservée à ces génies protecteurs tels que Naga Tao Kamdeng, Tao Tong Kwang, la Nyakini Nang Kangri, qui appartiennent au substrat prêté, et que les ermites qui délimitèrent Muang Sieng Dong Sieng Tong trouvèrent à leur arrivée sur le terrain. Entre ces génies gardiens du sol commun, dont la reconnaissance s'imposait d'autant plus qu'ils semblaient dangereux, et les divinités Té, des liens de dépendance ou de parenté assez artificiels furent créés. Si les Devata Luang, génies puissants, subjuguèrent les Nyak et les Ophidiens, qu'ils réduisirent en servages, les monarques Ten, dont les pouvoirs étaient moins considérables, adoptèrent ces génies ambigus. Avec son hôtel des Devata Luang, qui se dresse au cœur de la ville, Muang Sieng Dong Sieng Tong ne rappelle-t-il pas ce Muang Ten que défendaient également les ancêtres coupeurs de lianes et d'où un jour partit Kunlo? Confrontation des traditions. Alors que ces traditions opèrent une ségrégation entre les Ten, leurs descendants fondateurs de chefferies, et les êtres humains issus des courges, un curieux fragment inclus dans le roman Taokat Tanan, supprimant tout hiatus, mêle les Ten aux humains selon ce texte. La fille du roi des Ten s'éprit un jour d'un esclave du palais. Enceinte de 9 mois et craignant que son père ne la tuât, elle s'enfuit de Muang Ten avec son amant. Ils descendirent dans le monde des hommes en direction du sud, au moyen de la liane Kaokat. Quand les deux Ten eurent touché terre, ils errèrent de ci de là. Ils aperçurent du feu qui brûlait à un endroit. Ils élevèrent leur demeure en ce lieu qui devint par la suite un royaume auquel on donna le nom de Muangman, car sa fondation remontait à la fille du roi des Ten qui était enceinte. Le roi des Ten chargea alors Kunbulom de poursuivre sa fille qui s'était enfuie en compagnie de son amant. À cet ordre, Kunbulom et Sikun descendirent par la liane Kaokat. Ils emportèrent avec eux des paquets de riz et des courges. Au moment de toucher le sol, les 7 cunes glissèrent et tombèrent. Les gourdes des 7 cunes se cassèrent. L'eau qu'elles contenaient se métamorphosa en 101 hommes qui s'assirent chacun en sa convenance. Quant aux débris des courges, ils se transformèrent en 101 femmes couvertes de parures. Quand les 7 cunes se relevèrent, ils aperçurent ces hommes et ces femmes qui formaient 101 couples. Ils leur demandèrent « Et vous autres, que venez-vous faire ?»« Nous allons chercher la fille du roi des Ten, répondirent-ils. Kunbulom insista. « Dans quelle direction allez-vous ?»« Vers le sud et vers le nord, répondirent-ils. Tous les couples partirent alors. Quand ils rencontraient un endroit agréable, ils s'y arrêtaient et cultivaient raïs et jardins. Les 101 hommes s'établirent ainsi en divers lieux et fondèrent les 101 muang qui existent de nos jours. C'est alors que les Ten, s'échappant du royaume céleste au moyen de la liane Kaokat, vinrent demeurer dans le Jambudvipa, notre continent. Aussi les tailles du Jambudvipa sont-ils tous des descendants des Ten. Quand le roi des Ten découvrit que les divinités s'enfuyaient dans le Jambudvipa, ce qui appauvrissait son royaume,
il ordonna à l'aïeul et à la grand-mère Nieu de descendre couper la liane Kaokat, grâce à laquelle les Tènes s'évadaient. L'aïeul et la grand-mère Nieu descendirent couper la liane. Au bout de 7 ans, 7 mois, ils parvinrent à la trancher et moururent. Les fragments de liane coupée, les fragments hachés, en tombant dans l'eau, se changèrent en poissons. En tombant dans les rizières, ah c'est beau, ils se transformèrent en riz. En tombant dans les arbres, sur les monts, sur les falaises, ils se métamorphosèrent en tubercules. Ce texte est d'autant plus intéressant qu'il introduit dans le mythe de Cunbulum le thème de la chimère propre au folklore de Champassac et fait ainsi la transition entre la tradition écrite du Nord et la tradition orale du Sud Laos, dont il n'est, semble-t-il, que l'élaboration littéraire. Selon une légende de Bassac, centre de l'ancien royaume Lao de Champassac, les grands génies de Bassac, avant l'apparition des hommes, vivaient dans le royaume des Tènes avec Panya Vetsuvan. Un jour, la fille du roi des Tènes s'enfuit dans le monde d'en bas avec son amant, simple serviteur du palais de Vetsuvan. Le père courroucé chargea l'un de ses sujets de s'élancer à la poursuite des coupables. Ce dernier descendit du ciel en compagnie d'un domestique qui portait les provisions de route, dont 2 énormes gourdes contenant les réserves d'eau. L'émissaire du roi des Tènes rejoignit les fugitifs et les força à regagner le royaume céleste. Sur le chemin du retour, le domestique se débarrassa des courges vides. En tombant, les calebasses se fracassèrent et il en sortit des êtres humains qui s'unirent, procréèrent, des animaux qui s'accouplèrent et proliférèrent. Les hommes se multipliant, des querelles éclatèrent bientôt entre eux. Des guerres et des épidémies s'ensuivirent. Panya Vetsuvan, pour mettre fin à cette situation, décida alors d'envoyer sur terre un certain nombre de Tènes. Ces Tènes répartirent les êtres humains et créèrent 101 royaumes, au nombre desquels était Champassac, dont ils confièrent la direction aux familles les plus capables et les plus vertueuses. Leur tâche terminée, les Tènes désirèrent retourner dans le monde d'en haut, mais Panya Vetsuvan s'y opposa. Vous resterez dans le monde d'en bas pour protéger les royaumes que vous avez fondés et pour surveiller la conduite des monarques que vous avez nommés, leur déclara-t-il. Une fois par an, au début de l'année nouvelle, quelques-uns d'entre vous remonteront au ciel pour rendre compte du mandat que je vous ai confié. Omettant le détail de la liane, cette légende, à la différence du Nitan Cunbulum et du Tao Kat Anam, ne sépare pas définitivement les deux mondes. Elle ne fait point non plus des Tènes les ancêtres du clan princier, ni les ancêtres de tous les Té. Privés de leur illustre origine, les monarques ne sont plus désormais que des êtres issus des courges, comme le reste de la population. Cette modification, introduite par la légende du Sud, est d'importance, car elle implique que, choisis par les Tènes, les rois et leurs descendants devront se montrer constamment dignes de ce choix. Leur capacité viendrait-elle à diminuer, leur vertu à faiblir? Rien n'empêcherait les Tènes d'avertir Panya Vetsuvan qui déléguerait le pouvoir à une autre famille. Nul doute que cette différence entre la tradition du Nord et du Sud Laos ne soit l'expression, sinon d'un changement brusque survenu dans la structure politique de la chefferie Té, du moins d'un certain fléchissement dans la conception même de la royauté. Mais si les princes ne règnent plus en vertu d'un droit absolu, si leur pouvoir emprunté peut toujours être remis en question, loin de s'abandonner à une quiétude qui engendrerait vite le courroux des divinités, ils vont chercher à se concilier les Tènes pour en obtenir des témoignages de satisfaction. D'autre part, loin de considérer uniquement comme ancêtres les fondateurs de leur dynastie, ils vont, pour accroître leur prestige menacé, annexer à leur propre généalogie tous les monarques défunts qui acquirent quelques titres de gloire. Mais ces monarques d'antan ne peuvent se prévaloir d'aucune origine céleste pour être mis au rang des Tènes. Considérés comme des êtres qui n'ont pas encore épuisé tout le stock de leur mauvais karman, ils occupent, dans l'autre monde, un rang en rapport avec les actions bonnes ou mauvaises qu'ils accomplirent de leur vivant, et sont toujours postulants à une réincarnation, à la différence de ces monarques du Nord Laos qui, à leur mort, devinrent des Devatas et renaquirent comme génies protecteurs du royaume.
Aussi, ces monarques ancêtres du sud Laos ne possèdent-ils point d'autels dont le culte relèverait des familles princières. Toutefois, en tant que fondateurs de lignée royale, et vu l'attachement qu'ils ont conservé pour leurs descendants, ou prétendus tels, et la principauté, ils descendent dans ce monde chaque année lors des grandes cérémonies célébrées en l'honneur des Tènes pour prodiguer, par la bouche des médiums, des conseils aux princes et à leurs sujets, mais, à la différence des Tènes qui résident dans l'autel sacré, la cérémonie terminée, ils doivent regagner les tâches célestes qui leur a été assignée. Or, cette faiblesse des monarques ancêtres est un gage même de la ferveur des princes. Si les grands ancêtres dont ils tirent tout leur prestige ne peuvent en effet être rappelés qu'à l'occasion de rites en l'honneur des Tènes, le culte de ces derniers sera lié étroitement à la chefferie, tant et si bien qu'un seul terme, pu-ta, ancêtre paternel et maternel, désignera tous les génies protecteurs. Tènes ou monarques défunts, comme si l'écart existant entre les uns et les autres, et qui soulignerait les faiblesses de la structure royale s'il n'était masqué, avait été comblé. C'est ce qui explique que la principauté de Champassac, démantelée par les guerres, les occupations, les traités, et dont la hiérarchie religieuse n'accorde que temporairement une place réduite aux monarques ancêtres, offre encore une exubérance de rites et que d'autres chefferies plus avantagées ont depuis longtemps laissé s'épuiser. Mais le rituel lui-même s'est modifié. Si l'Odyssée de la Fimère a éclipsé l'épopée de Cunbulum, la faute mythique a fait tache jusque sur le plan de l'histoire. Aux malheurs de la divinité correspondent ceux de la Nang Pao, la reine de Champassac. Aussi, à la différence de ces rites du Nord Laos, qui périodiquement, dans la joie, recréent un temps pur et font surgir des eaux sous les pas des ancêtres danseurs un monde nouveau, les cérémonies du Sud, bloquées sur un temps déjà vicié, multiplient en vain exorcisme et purification. Purée, pas mal. Je connaissais pas du tout. Voilà. Après, attention, on va s'attaquer au Tibet. Tibet, Chine, et ce sera la fin. Voilà. Bon bah à bientôt.